Bon, je vous propose de démarrer peut-être. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, si nous avons organisé ce webinaire, c'est que nous avons constaté qu'un certain nombre d'entre vous se posent pas mal de questions sur la formation monteur de grue à Tours et que c'est peut-être un frein pour se lancer dans l'aventure. Donc d'abord, Hélène, je vous invite à vous présenter. Ok, merci Isabelle. Donc Hélène Fourier, je suis en charge des partenariats et des CFA au sein de l'ADECO. Et je suis aujourd'hui avec Éric Roche, qui est quelque part sur l'écran, qui va se présenter aussi. Oui, bonjour, donc Eric Roche, donc effectivement en charge de l'accompagnement depuis le début du projet, donc sur le dépôt du titre de formation des monteurs de grue à Tours. Très bien, merci à vous deux. Entrons dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, j'aimerais introduire le propos avec une précaution. Aujourd'hui, en fait, ce webinaire, il a été pensé à destination des entreprises qui vont former et non pas des entreprises qui formeront. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui vont recruter des collaborateurs pour les former sur ce joli métier de monteur de grue et non pas les formateurs d'autres instances sont prévues pour échanger avec les formateurs. Donc, on répondra aux questions aujourd'hui qui sont propres à ceux qui vont avoir des participants dans les sessions dont on va parler ensemble. Alors, le contexte, Isabelle, pour répondre à votre question, en fait, c'est un contexte qui consiste à s'organiser pour valoriser votre métier. Votre métier, il est indispensable, il est utile, il est incontournable, mais il faut le faire connaître, il faut le valoriser de façon à ce que l'attractivité que vous avez pour aller chercher des candidats, elle augmente, qu'il y ait de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui veuillent être monteurs, des monteurs de grue à Tours. Donc, vous avez travaillé conjointement dans cette optique de déposer un titre. C'est une sorte de diplôme, mais du ministère du Travail, pour valoriser votre profession. Et vous y êtes arrivés. L'idée, c'est donc de renforcer l'attractivité, mais aussi, bien entendu, puisqu'on forme sur un nouveau diplôme, un nouveau titre, d'ajouter tous les points qui sont utiles parce que le métier, il évolue. Donc, il y a des évolutions technologiques, il y a des exigences qui augmentent sur les chantiers, vous pourriez en parler bien mieux que moi. Et puis, il y a des risques quand on travaille ensemble sur ces chantiers, quand on agit de concert, il faut maîtriser ces risques et la formation traite de ça. Donc, c'est deux objectifs, valoriser et faire en sorte que vous ayez un diplôme qui permette de suivre les évolutions du secteur. D'accord. Et qui s'est mis autour de la table alors? Alors, très bonne question. En fait, vous pouvez être fier de vous être vraiment concerté parce que c'est quelque chose qui a été mené sous la houlette de Francis Jardet au démarrage, mais vous avez tous coopéré et notamment plusieurs organismes de formation, en l'occurrence Essir Formation, Liber, Manitowalk et bien sûr CPMDG DLR et nous avons travaillé avec vous pour que vous puissiez avoir ce premier succès qui a consisté à déposer le titre sur la plateforme France Compétences. Très bien. Maintenant que le titre est déposé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a longtemps qu'on rigole sur ce sujet. Hein. Oui, c'est joyeux. Si j'ai bien compris, les tours, les grues, c'est joyeux et le projet est joyeux aussi. Donc, où en est-on? Ce que vous avez déjà fait, c'est en vert. Vous avez réussi à formaliser le référentiel de compétences, le référentiel d'évaluation pour le dépôt sur la plateforme France Compétences, on l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 2 promotions de 8 participants qui soient encore dans le même emploi dans 6 mois et qu'on puisse le justifier. Et dès lors que l'on arrive à faire la chose, eh bien, nous pouvons accéder au fonds apprentissage. Donc, ce qu'il nous reste à faire pour répondre à votre question, Isabelle, c'est à former 2 promotions de 8 participants. Et ça, c'est impératif.
Absolument. Si on ne les forme pas et si on ne démontre pas qu'ils sont encore dans cet emploi 6 mois plus tard, nous n'avons pas accès au fonds d'apprentissage. Très bien. Et que propose DLR? Alors, DLR, c'est organisé pour simplifier la vie des acteurs de la profession. Donc, qu'est-ce qu'on vise? On vise à monter ces 2 promotions. Pardon? Quelqu'un voulait intervenir? Non. OK. On vise à former 2 promotions entre avril et juin. Donc, c'est 16 personnes qui vont suivre le parcours en entier. Et dès lors que ce sera fait, eh bien, nous serons sur l'apprentissage et ces financements spécifiques qui sont évidemment plus avantageux que ceux qu'on va vous décrire ensuite. Très bien. Et les candidats recherchés, le profil? Alors, c'est les candidats recherchés, le profil est assez ouvert. Le profil, c'est toute personne qui est motivée par le métier, qui veut le faire durablement. Donc, il y a vraiment un aspect de motivation. Pour le reste, il faut avoir au minimum le niveau collège, savoir lire et écrire et parler en français, puisqu'il y a des documents techniques. Et ensuite, il faut être éligible on avait détaillé déjà. Ça a déjà été, tout ce qui est là, Monsieur Jardet, ça a déjà été dit. été détaillé, tout à fait. Tout ça a été détaillé, vous avez tout à fait raison. Il faut être éligible au contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, il emporte beaucoup de caractéristiques. On peut former des jeunes de 16 à 25 ans, des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus et des bénéficiaires des minima sociaux. Tout ça, vous le savez déjà. En fait, avec DLR, l'idée ici, aujourd'hui, au risque de nous répéter, c'est vraiment de tout rassembler au même endroit. Le parcours, il dure 12 mois avec des temps sur le terrain en entreprise, donc dans vos entreprises en fait, et parallèlement, vous avez des jours de formation théoriques dans le CFA ou bien pratiques dans le CFA, et à l'issue du parcours de 12 mois, comme vous l'avez dit, on a nos 5 jours de certification et vous pourrez en savoir plus sur le détail. Donc, c'est un engagement de 12 mois avec la personne qui est votre collaborateur et qui vient en alternance, absolument. D'accord. C'était et de l'alternance et sur 12 mois avec ces temps de formation sur les grues et ces temps de formation en salle et ces temps dans vos organisations. Ensuite, si on va dans le détail, et ça, pour vous éviter un temps trop long et pour laisser de la place aux questions, je vais vous dire les rubriques qui sont détaillées. Vous allez recevoir le slideshow évidemment. Et ça va reprendre tous les éléments constitutifs du diplôme et surtout du programme. Donc, vous allez trouver, et ça s'affiche normalement à l'écran sur le slide 13, les objectifs opérationnels, les compétences qui vont être acquises tout au long de la formation, la durée et les modalités dont on a un petit peu parlé juste sur le slide d'avant. Et puis le format, c'est un format inter-entreprise où vous pouvez former soit en contrat de professionnalisation avec le profil qu'on a décrit, des nouveaux dans la profession, soit vous pouvez former vos propres collaborateurs sur le plan de développement des compétences. C'est juste une autre ligne de financement. Et il faut, pour que ce soit dynamique et stimulant pour tous, que cela dure, que nous ayons 8 participants en même temps. Vous allez trouver ensuite dans la fiche, dans le slideshow qu'on va vous communiquer, les modalités pédagogiques. On alterne avec pratique et théorique et tous les éléments qui permettent de faire que la formation, elle est dynamique. Les 3 organismes de formation qui vont travailler avec vous sont des professionnels de la formation, donc ils savent faire varier les supports et les modalités pédagogiques pour que ce soit stimulant. Et donc, vous allez trouver ces précisions ici. Vous avez ensuite les blocs de compétences, c'est-à-dire les compétences découpées en sous-parties pour obtenir ce titre. Et enfin, les intervenants, ce sont des professionnels, des experts de votre profession et des consultants qui ont l'habitude de transmettre. Je fais un petit zoom sur l'évaluation. L'évaluation de formation, elle permet de s'assurer que
il y a vraiment une digestion des acquis, il y a une validation des acquis de la formation. Donc, c'est un jury formel, ça dure 5 jours. C'est vraiment extrêmement valorisant pour le participant qui obtient sa certification. Parce que c'est difficile, en fait. Vous avez construit ensemble un diplôme qui est difficile à obtenir. C'est pas pochette surprise, si je le dis un peu grossièrement. C'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. Donc, vous trouverez les certifications obtenues qui sont connexes. Il y a aussi les éléments liés au sauveteur secouriste du travail, à l'habilitation électrique. Tout ça est écrit dans le slideshow que vous allez recevoir ensuite. Est-ce qu'on a déjà des questions avant qu'on passe aux organismes, aux lieux et à la tarification? Alors, on avance. Oui, pardon, j'avais une question. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Le CACES, vous demandez quelle catégorie? Alors, c'est une très bonne question, d'autant meilleure que je ne sais pas vous répondre. Et donc, quand on va vous communiquer les slides, vous dire à quel CACES ça correspond. Bonjour à tous. Et pour compléter la question, Hélène, il faut aussi les options sur le CACES AR 487. C'est des catégories et des options. Voilà, merci. Ça sera précisé, merci pour. On prend note, il n'y a pas de souci. Il y a quelqu'un qui intervenait, je crois, là, en réponse. Oui, bonjour. Benjamin Vandamme, Liber. Je me permettais juste d'intervenir sur le CACES, puisqu'on bosse sur justement l'élaboration de cette formation. Le CACES, c'est bien un CACES de conducteur complet de gruator et non pas un CACES allégé comme avait été évoqué au départ. Non, j'interviens, jamais aussi. On ne pouvait pas s'autoriser à l'alléger comme on aurait pu le faire. Donc, j'entends que vous avez besoin de précisions. Ce sera des précisions qui viendront par écrit, mais vous aurez tous les éléments, y compris les options, qui seront précisés dans les éléments qu'on va vous communiquer en complément. Très bien. Pour en revenir aux sessions de formation, voilà, et au financement. Alors, merci donc pour la transition. Donc, effectivement, il a été prévu 3 lieux d'inscription possibles. Vous voyez s'afficher les consultants et les organismes de formation qui vont être acteurs selon les régions. Donc, Liber en Île-de-France, Manitowalk dans le Rhône et Essir Formation dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez les adresses et vous avez le reste à charge pour vous, employeurs, qui allez recruter des jeunes ou des moins jeunes qui souhaitent se former sur son métier. Dans le reste à charge, ça c'est le reste à charge formation. Il faudra aussi financer le salaire du collaborateur en alternance. Alors, sont déduits des restes à charge les subventions de l'OPCO. Selon vos OPCO, c'est 9,15 € par heure et par participant qui seront pris en charge. Vous avez des questions ici? Peut-être la part prise en charge, donc sur la durée complète, ça représente quoi à peu près? En proportion, je l'ai pas calculé, mais je le mets dans la liste des réponses. Je ne veux pas vous faire un calcul mental approximatif tout de suite maintenant. Donc, à 9,15 € de l'heure, on est à peu près à à peine 3 300 €. Juste pour compléter ce que dit Hélène, c'est quand on parle en fait des 9-15, on est au minima. Hein. Après, selon les offres qu'on avait rencontrées, ça appelait de 9-15 et ça appelait jusqu'à 11 voire 12 € de l'heure. Donc ça, c'est vraiment au minima de ce que peut rembourser un OPCO en France. Très bien. Mais il n'y a pas une aide de l'État? Alors, tout à fait, il y a une autre aide, Isabelle, qui consiste à permettre pour les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, quand on recrute cette catégorie, cette typologie de stagiaires, eh bien, on peut bénéficier d'une prime de 2 000 € qui est versée en 2 fois. Et pour ça, il faut renseigner un dossier auprès de Pôle emploi. Très bien. Alors maintenant, il y a la question du recrutement. Comment peut-on faire?
Alors, absolument. Vous connaissez bien mieux que nous les caractéristiques des profils qui peuvent s'inscrire durablement dans vos organisations, selon leur culture, selon les caractéristiques que vous avez. Pour autant, on propose de recruter, si vous le souhaitez, de vous apporter une aide au recrutement et de recruter les profils dont vous avez besoin. Pour ça, il suffit de vous tourner vers Bruno Demarquet. Vous voyez normalement son nom, sa ligne directe et son mail s'afficher sur l'écran. Et vous pouvez passer commande. C'est lui qui va faire en sorte de confier le mandat de recrutement aux agences ADECO sur le territoire. Vous avez un interlocuteur unique. Si vous êtes une société qui a des recrutements souhaitables sur plusieurs sites, eh bien, vous tournez quoi qu'il arrive vers Bruno qui gère votre demande. Et là, nous travaillons au succès, c'est-à-dire que vous payez si et seulement si le candidat est recruté et le tarif s'affiche à l'écran. Il est de 2 800 € hors taxe. Si je comprends bien, c'est descendant, ça part de ADECO chez vous et ça descend dans les agences ADECO. C'est pas le contraire. Non. On centralise pour vous simplifier la vie. Et en fait, on a à cœur que ce soit simple d'usage pour vous. Un contact et voilà. Une entrée unique sur le recrutement. Très bien. Très bien. Et je voyais, il y a une question sur le forum de Sophie Valente qui a trait à ce sujet. J'en profite pour la poser. Est-ce que les agences ADECO ont été informées localement de ces recherches de personnel? Alors, pour répondre à la question, en fait, c'est donc Bruno est en charge. En fait, il est sur le territoire. Donc, en fait, on s'était posé la question au début, mais en fait, on ne sait pas qui va commander. Donc, en fait, dès qu'on a la commande ou la recherche, la prospective de recherche, dès qu'on a fait un Bruno Demarquet, lui, en fait, va sur le bassin d'emploi local et met en action, en fait, les agences qui sont souvent expertes, puisqu'on a différentes agences, entre les agences tertiaires, TP, BTP ou autres. Donc, lui, il va orienter tout de suite, en fait, vers la zone ciblée. Merci. D'accord. Merci, Eric. Et est-ce qu'ADECO aussi peut aider les entreprises à monter le dossier OPCO? Absolument. Alors, je sais que dans vos organisations, bien souvent, il y a des équipes RH qui sont compétentes pour le faire, mais parfois elles ont trop de travail, ou bien il se trouve qu'à l'instant T, ce n'est pas possible pour elles. Donc, dans ce cas, on se propose de vous apporter une assistance pour monter le dossier. Et là, c'est un interlocuteur unique aussi. Cette personne s'appelle Mélanie Potier et elle vous accompagne dans le fait d'obtenir les financements liés au contrat de professionnalisation. D'accord. Et pour l'inscription à la formation, ça se passe comment? Le budget est de 250 € par stagiaire. Ok. Et pour répondre à la question d'Isabelle en ce qui concerne la gestion des inscriptions, dès lors que le candidat, vous l'avez trouvé par vos propres moyens ou bien en passant par ADECO, il nous suffit de recevoir le nom, prénom, adresse, téléphone de chaque candidat à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Nous prenons contact avec le candidat et avec l'entreprise que vous êtes. Nous vous assistons dans le fait de renseigner les CERFA jusqu'à ce que ce soit possible de déposer sur les plateformes OPCO. Donc, vous êtes pris, vous pouvez être, enfin, vous pouvez, c'est pas que vous pouvez, vous serez accompagné dans les démarches administratives liées à l'inscription à la formation. Et pour ça, vous avez deux contacts qui s'affichent à l'écran. C'est Sophie Seri qui vous accompagnera sur ce sujet, ou bien Maëlle Maquichon. Les deux sont compétentes pour le faire. Très bien. Je pense qu'on est arrivé au terme. Alors maintenant, voilà, question. Oui, bonjour. Les premières sessions, elles commenceraient à partir de quand? Donc, à partir d'avril. Vas-y. Pardon, Eric, excuse-moi, je te laisse répondre. Non, vas-y. À partir d'avril, c'est ça? Oui. J'ai bien compris? C'est bien ça. Hélène, on ne vous entend pas très bien.
Alors, j'ai enlevé mon micro pour l'écho, mais c'est bien avril. Et dans les éléments que vous allez recevoir par écrit, vous aurez les dates selon les localisations, avec les plannings. Alors, ça risque pas d'être repoussé s'il manque des candidats? Là, je crois que vous êtes collectivement très motivés parce que en fait, vous avez tous beaucoup investi. Alors, à la Genèse, Francis Jardet était très présent, mais c'est pas le seul à s'être investi. Tous les organismes de formation ont beaucoup travaillé sur cette partie. Vous avez vous aussi, les uns et les autres, travaillé sur les référentiels. DLR s'est vraiment positionné en facilitateur pour pouvoir faire en sorte que ça sorte. J'ai l'impression que vous êtes dans une tension très positive pour faire aboutir ce projet. On est vraiment extrêmement près du but. Et nous, aujourd'hui, on a 2 personnes qu'on a pris en CDD, là, justement pour pouvoir intégrer à cette formation-là. Mais après, on va pas pouvoir les garder en CDD indéfiniment. Bien sûr. Monsieur Lemêlé, je comprends tout à fait votre point. On va en fait après vous rappeler pour savoir quelles sont les promesses de recrutement et de formation et on va très très vite être rassuré sur le sujet. Il ne faut que 16 participants sur 3 villes. Enfin, il en faut sur 2 villes à vrai dire. Mais aujourd'hui, vous en avez combien de participants là pour vos 2 premières sessions? En fait, aujourd'hui, c'est une forme de kick-off pour que à partir de ce point T0, on puisse recenser toutes les demandes et qu'on puisse remplir les 16 sessions avant la fin du mois. Ce sera statué sans aucun doute. Donc, Hélène, parce que cette question, elle est saillante, hein, et on se l'est posée en préparation de ce call. Pour être très précis, à qui doivent être envoyées les demandes de candidature et qui va faire un retour à l'ensemble des participants pour leur dire, bonne nouvelle, nous avons aujourd'hui bouclé le nombre de participants minimum nécessaire pour la session X, on s'inscrit maintenant sur la session Y. De manière à ce qu'on ait cette interaction extrêmement rapide entre tous, parce qu'on a un petit peu l'impression, sur la période qui vient de s'écouler, que tout le monde s'attendait, quoi. Moi, j'en ai 2. Monsieur Lemêlé va en avoir 2, etc. Et puis la session, elle ne se fait pas. Merci de nous aider là-dessus. Je rappelle qu'on est arrivé à 5 candidats et malheureusement, ce n'était pas assez pour monter une session et on avait annulé cette session. Mais si j'avais bien compris, il fallait que ces 2 sessions soient validées dans la même année, non? Alors, plus on décale les sessions dans le temps, moins on est éligible à l'apprentissage. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir monter ces sessions dès avril. Si on avait pu le faire dès février, on n'aurait pas hésité pour que en avril prochain, vous ayez un titre éligible à l'apprentissage. Donc, pour revenir en arrière sur la question de Monsieur Durand, Eric et moi, ainsi qu'Isabelle, je pense qu'il sera en copie, nous réceptionnerons toutes vos demandes d'inscription. Donc, on va de ce pas, et on va vous repréciser aussi ces éléments-là par écrit. Eric et moi prenons les demandes d'inscription pour les consolider et sachant que le plus tôt est le mieux. Une petite question de mon côté, s'il vous plaît. Elle a peut-être été posée préalablement à la réunion, puisque je n'y étais pas. Dans le cas de nos amis bretons qui ont déjà 2 candidats qui sont sous CDD, est-ce que ça peut faire partie d'un nouvel emploi? Est-ce que ça rentre dans la ligne de conduite des financements? Je dirais 2 choses. Soit le CDD en fait arrive à son terme et on repart sur un contrat pro, soit il passe en formation continue. D'accord. Non, mais c'est ce qu'on a plus ou moins prévu en fait. Donc c'est le plus simple. Le plus simple, c'est quand même de le repasser en contrat pro pour moi. Oui. Alors, c'est le plus économique aussi. J'allais dire, pour enchaîner sur la proposition de nos amis bretons, comme dit Francis, Uperion aussi, je crois, nous avons des candidats, c'est histoire un peu de parler, d'annoncer la pompe. Oui, on a déjà 2 candidats, peut-être un 3e. Et pour les 2 qu'on a déjà recrutés, ils sont en intérim en attendant que ça commence. Voilà, mais
Il me semblait qu'il y avait, alors c'était il y a 6 mois en arrière, mais on avait eu discussion là-dessus entre intérim, CDD, etc. Il y avait la possibilité, en fait, en passant par Bruno Demarquet sur le recrutement, que vous ayez la possibilité de dire que, en fait, la personne pourrait être portée en travail temporaire si, effectivement, il y avait cette fenêtre ouverte, en fait. D'accord. Parce que j'ai une autre question, moi. Si on a une personne qui est en CDI, il peut quand même suivre cette formation, mais on ne va pas bénéficier des aides, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Mais ça peut faire un candidat supplémentaire quand même. Oui. Oui, absolument. En fait, le cursus ne change pas et en fait, il sera en fait pareil sur les périodes qui sont prévues selon l'alternance sur le contrat de provisation. Et en fait, ils suivront les mêmes cadences que le contrat pro. D'accord. Je ne sais pas si les gens de Manitowoc sont là, mais pour avoir parlé avec l'un d'entre eux, je crois qu'il y avait aussi 2 candidats qui étaient prêts à l'inscription, sauf erreur, côté du constructeur, juste pour Hélène et Isabelle. Chez Valent aussi, fut une époque, Jean-Philippe m'a dit qu'il avait 1 voire 2 personnes qui étaient là chez lui pour le moment à bosser. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas, mais il avait quelqu'un aussi. Il est là, je crois. Hein. Je crois que Sophie Valente est avec nous, elle peut peut-être répondre. Pardon, je ne vois pas, j'ai juste un petit. D'accord. Sophie, vous nous entendez? Alors, on les a embauchés en CDI et la réponse de Sophie. Effectivement. Alors, pour répondre à une question qui a été posée précédemment, en ce qui concerne la VAE, qui va être un dispositif extrêmement intéressant pour la suite. Vous pourrez faire, grâce à la VAE, faire en sorte que vos collaborateurs aient cette certification dès lors que nous aurons le titre déposé ensemble. C'est toujours la même mécanique. C'est ces 2 premières promotions qui conditionnent la suite des opérations. Ah oui. 1 an ou 2 alors? 1 an, c'est tout à fait possible. Il suffit de démarrer dès maintenant de promotion. Voilà. C'est ça qui coince en fait. Et ouais. L'impression. Et pour les formations, c'est vous qui nous dirigez vers les centres ou c'est nous qui choisissons le centre? Alors, pour les centres, là, il y a un aspect de géographie qui est prégnant. Donc, en fait, vous nous dites, je veux le former sur telle région, et là, ça vous oriente automatiquement vers tel et tel partenaire pédagogique. Parce qu'entre les 3 centres, si j'ai bien vu, il y a des différences de tarifs. Absolument. Et pourquoi? Alors ça, c'est lié à des coûts de structure qui appartiennent à chacun des établissements de formation. Donc chacun a sa propre gestion interne, d'où les différences de tarification. On regrette que l'affichage soit un peu confusant, mais en réalité, la prestation respectera les mêmes référentiels. Oui, parce que je crois qu'au début, il faudra, alors c'est encore une fois un effort qu'on demande aux entreprises, malheureusement, mais je crois que pour les 5, 6, 7, 8 premiers candidats que l'on aura à disposition, il ne faudra pas faire la fine bouche de dire je veux l'envoyer dans le nord, je veux l'envoyer dans le sud. Il faudra que quelqu'un se plie à envoyer ses candidats un petit peu plus loin que la moyenne, de façon à ce qu'enfin on démarre une session et que l'on valide ce titre. C'est facile à parler, je le conçois, hein, mais. De toute façon, il y a 2 choses. Soit on focalise le démarrage sur le premier groupe de 8, donc qui serait au mois d'avril. Ah, il faut figer un centre, là, il y a pas. Sur le premier qui serait donc Liber. Oui. Ensuite, Essir. Si on fait les 16, on peut faire Liber et Essir en même temps. Et ensuite, Manitowoc démarrer au mois de juin. Voilà. D'accord. Donc on sait que pour l'instant, ce serait chez Liber dans le sud de Paris, pour la première session.
Oui. Ah, ben voilà, elles arrivent, super. D'où l'intérêt d'arriver à recenser au maximum les candidats le plus vite possible pour savoir quelle est l'ambition qui est la nôtre. Hein. Clairement, si on a C'est ça, oui. 8 personnes et pas la volonté de se déplacer pour arriver à boucler une session minimum de 8 personnes, si je comprends, Oui. ça va être très compliqué. Quoi, hein. Si tout le monde veut aller dans Tout à son fait, coin, il faut tout qu'on à arrive fait, à trouver Bruno. 24 je vais- candidats avant de commencer, ce qui n'est pas possible. Hein. Tout à fait, Bruno. Ça, Non, ça va donc, bien dans le bon sens. Il faut faire l'effort, là. Hein. je pense qu'il faut viser la Ouais. première session qui est définie chez Liber, donc de mémoire le 23 avril, dans le sud de Paris. Déjà remplir la première de 8 et y aller par étapes comme ça, et après la deuxième, Essir, et après la troisième. Ouais, la distance, je pense pas que c'est le problème. Moi, je pense que à un moment donné, il faut que tout le monde fasse l'effort de mettre quelqu'un. Parce que sinon, on va jamais réussir à faire cette formation-là, puis on va jamais avancer. Alors, on dit on veut former, mais personne fait l'effort, en fait. Donc, à un moment donné, Ça il faut sera grave pour le recrutement, mais ça sera encore beaucoup plus grave pour les VAE, parce que les VAE, maintenant, ça devient l'urgence. Hein. Philippe Cohen a assez répété qu'il fallait absolument valider les gens à ce titre. Hein. Donc, En fait, tout part de ces 2 premières sessions de formation. c'est ça, ouais. On a bien compris, ouais. Mais bon, à un moment donné, il faut que tout le monde, voilà, on est tous autour d'une table, tout le monde est d'accord, et puis quand il faut mettre du monde, plus personne est là. Donc à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Hein. Je sais rien. Moi. et oui. Moi, j'aurais tendance à recommander, mais c'est que pour opinion, hein, j'aurais tendance à recommander à ce que le plus rapidement possible on fasse part en fait de nos candidats et qu'on ait vraiment un retour public, quoi. Hein. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que ADECO, DLR, etc. Ils nous disent voilà, telle société, 2 personnes, ils sont inscrits, etc. Et puis je dirais ceux qui parlent et puis qui à un moment donné font pas l'effort, bah il va falloir qu'ils se regardent le nombril, quoi, hein, au fur et à mesure qu'on va avancer. Hein. Après, tout le monde peut pas en mettre 2, peut pas en mettre 3. Par contre, voilà, dans l'esprit de préparer le futur de notre profession aussi, voilà, à un moment donné, se dire, OK, je me fais mal, hein, on a des plannings, on a de l'activité, je me fais mal, je trouve un candidat, on investit dans un jeune, c'est un petit peu ce qui fera le futur de notre profession. On l'a dit longtemps, hein, monter les grues sans monteur de grue, ça va pas être possible. Hein. Et aujourd'hui, attirer des jeunes, si on n'est pas capable de les mettre dans un protocole qui fera qu'il y a une certaine reconnaissance de leur métier, ne serait-ce que pour préparer leur futur et puis les rassurer un petit peu sur leurs conditions d'emploi et leur capacité aussi à continuer d'évoluer, il va falloir passer par là. Donc, une première session compliquée, une deuxième, et puis ensuite, on va pouvoir s'atteler à tous ces gens qui sont soit nos salariés, qui sont des monteurs depuis longtemps, qui manquent d'un référentiel, et que l'on saura motiver, à mon avis, plus facilement, parce que Bien pour sûr. eux, ça sera la reconnaissance du ventre, quoi. C'est de dire, ça fait 20 ans que je le fais, je vais finir par avoir un coup de tampon qui va valider et reconnaître voilà, mon savoir-faire et ce pourquoi je me lève le matin. Idem pour notre sous-traitance et nos prestataires de services. Voilà, donc soyons publics. Hein. Pour continuer dans ton idée, Bruno est parfaitement en phase avec tes propos, mais alors parfaitement en phase. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose qui est de l'ordre de un petit peu de la phase arrière de notre métier. C'est que personnellement, je conseillerais que la première session soit focalisée sur Essir. Parce que on sait qu'il y a encore une divergence, il ne faut pas le cacher, on sait qu'il y a encore une divergence de marque, c'est-à-dire que les uns vont dire, mais la première session, moi, mes gars de Potin, je ne veux pas les envoyer chez Liber, mes gars de Liber, je ne veux pas les envoyer chez Potin. Peux vous promettre que pour avoir travaillé très longuement sur ce dossier, et vous le savez, ça va mettre un frein. Donc, il faut trouver une neutralité au moins à la première, voire deuxième session. Sinon, on ne regroupera pas des gens. C'est une Alors, remarque valide. Pour être pratique, si Bruno, c'est ça? C'est une opinion, hein, mais je suis complètement d'accord. C'est une opinion aussi. Il faut déclencher le sujet. Hein. Après, les gens vont se parler. Je ne doute pas de la qualité de la formation. Les gens vont se parler sur comment s'est passée la session, qu'est-ce que ça a apporté, etc. Et puis, vous allez voir qu'une fois qu'on en aura fait une, la deuxième, elle sera, je l'espère, je l'imagine,
plus simple. Tout à fait. Il faut lever ces tabous. Tout à fait. On prend le point, Isabelle et Eric et moi, d'envoyer un formulaire pour que chacun puisse faire pas ses promesses de dons comme au Téléthon, mais ses promesses d'inscription. Hein, donc avec tout ce qu'il faut pour le faire simplement et que ça puisse être consolidé et que ça puisse vous revenir. Et puis n'hésitez pas à faire fonctionner le bouche à oreille. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Sachant qu'on vous doit évidemment tout ce qui a trait au CACES, aux options, le pourcentage des coûts de financement dans l'hypothèse la plus basse par les OPCO, les dates de planning et puis le lien pour vous inscrire. Le slide qui est passé là sur l'écran, on pourra l'avoir hein. Tous les slides vous seront envoyés, ainsi qu'un lien sur le replay où vous pourrez avoir l'ensemble des échanges que nous avons eus aujourd'hui, avec les questions d'Isabelle, etc. Très bien. Ouais, voilà. Plus d'autres questions? Éventuellement, bonjour, Loïc Pignol, Saint-Yves Service. J'ai une petite question sur un jeune commence la formation et s'arrête en cours de formation. Alors, c'est une très très bonne question et c'est une question vraiment d'actualité parce que vous le savez, notre premier ministre nous demande d'avoir 1 million d'apprentis en 2027. Donc l'apprentissage ou l'alternance, ou le contrat pro, c'est la même problématique. Il y a des enjeux de turnover. Donc pour répondre à votre question, l'idéal serait que nous puissions intégrer dès le début plus de 8 participants parce que les jeunes aujourd'hui, pour certains, s'arrêtent en cours de route. Ça fait partie des nouvelles contraintes liées à cette génération qui se questionnent et qui se réorientent si ça leur convient pas. D'autres générations aller jusqu'au bout, c'est plus le cas. Et donc, il va falloir faire avec cette donne-là. Et donc, votre question, elle est extrêmement pertinente. Merci de l'avoir posée. Idéalement, il faudrait avoir 10 participants par promotion pour sécuriser notre validation du titre. Et dans la continuité de cette question, le coût, en fait, puisqu'on est engagé sur un coût à environ 14 000, 15 000, 16 000 euros, notre jeune s'arrête en cours de formation. Alors, il y a un prorata temporis. D'accord. Par contre, il y a des coûts pédagogiques qui restent constants tout de même. Donc, il y aura un reste à charge pour pouvoir financer. Parce que le formateur, lui, il reste là. Le consultant formateur, il reste là jusqu'au bout. Donc, il y aura un prorata temporis, mais avec des coûts de formation tout de même, même si le jeune partait. Par contre, les deux Et votre premières... Pardon. Allez-y. Votre OPCO finance aussi au prorata temporis. Donc on a dit une contribution qui était de l'ordre de 3 000 euros de l'OPCO, je crois minimum, a dit Eric, par rapport au taux. On a entendu parler aussi des 2 000 euros complémentaires. Donc tout ça, je comprends, ça se soustrait de la valeur qu'on a vue tout à l'heure. Non. De la valeur. Non, voilà. Alors allez-y, expliquez-nous. Les 2 000 euros, oui. Les 2 000 euros, c'est soustrait. Les 2 000 euros, oui. soustrait. La prise en charge de l'OPCO a déjà été soustraite. Très bien. Donc c'est les 13 à 15 000 euros qu'on a vu tout à l'heure, moins les 2 000 euros. Tout à fait. Et le remboursement de quoi à minima, parce que j'ai fait le calcul pendant, je l'avais, mais avec de 3 202 euros au minima des 9,15 remboursés par l'OPCO. Et les deux premières sessions, c'est du contrat quoi, du coup? Contrat pro, formation continue. Comme on dit tout à l'heure, soit vous mettez quelqu'un en alternance en contrat pro, soit vous le mettez en formation continue si c'est un permanent. D'accord, c'est pas des contrats de professionnalisation. Si, en fait, le contrat de professionnalisation et le contrat pro, c'est une façon un peu, c'est une autre façon d'appeler le contrat de professionnalisation. Le contrat pro et le contrat de professionnalisation, c'est le même.
Excusez-nous, on a été un peu confusant en utilisant les deux termes. Ok. Ouais, le contrat pro est dans le jargon et la vraie définition est le contrat de professionnalisation. Ah, ok. Parce qu'au niveau des aides, je crois que c'est pas par ici. Donc là, en fait, il y a que deux solutions, contrat de professionnalisation ou effectivement plan de développement des compétences. Donc l'investissement, en fait, pour être clair. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? La formation, elle consiste, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, elle consiste quand même au montage physique d'une grue. Hein. On l'a vu sur une des pages, qui devait être la slide 2, là, qui donnait le contenu de formation sur la droite. Donc, il y a quand même la mise à disposition d'une grue mobile. Il y a une opération de montage-démontage sur une grue à tour. Et je crois que la même opération se fait aussi sur une grue à montage par automatique, une GMA. Donc, il y a des moyens, il y a des moyens de levage, il y a des formateurs. On n'est pas sur quelque chose qui est une théorie en salle. Voilà. On l'avait à droite dans la partie plateau technique. Hein, on monte une grue à tour GME, une GMA, il y a les moyens etc. Il y a un acte physique d'apprentissage qui. On avait fait une approche chiffrée assez précise là-dessus, et c'est vrai que les chiffres sont assez conséquents. Hein. C'est entre location d'une GMA, location de la mobile, location de la GME, etc. Sur le site, c'est assez conséquent. D'où la session de 8 minimum. Bien sûr. Et juste pour répondre à la question, pour finaliser, c'était monsieur Mignol, je crois, sur la partie recrutement, effectivement, en cas de départ. Je pense qu'on vous enverra un complément. Il y a une solution qui peut être aussi opportuniste, c'est qu'en fait, il existe un dispositif alors pour les gens qui passent par Pôle emploi, qu'on appelle la période de mise en situation au milieu professionnel. Ça vous permet de les prendre sur le terrain pendant 15 jours à 3 semaines pour les tester gratuitement. Important. Tout ça, il faut que ce soit bien détaillé maintenant. Donc ça sera en complément, Monsieur Jardet, dans le slideshow. On va vous mettre un slide complémentaire sur la période de mise en situation en milieu professionnel. Effectivement, ça sécurise le recrutement. On voit si les comportements professionnels sont ad hoc et s'ils vont pouvoir s'inscrire dans la durée, comme le disait Eric. Bonjour, moi je voudrais intervenir concernant le recrutement. Je pense qu'il faudrait quand même que ce soit les agences Adecco qui ont des candidats qui pourraient, elles, proposer ce type de métier à leurs candidats ou à leurs intérimaires qui sont là depuis des années et qui voudraient changer de métier ou s'orienter. Parce qu'ils ont quand même une connaissance normalement de leur personnel et ça serait un peu à eux de leur proposer quand même. Les actions ont été menées dans ce sens. On avait des candidats, sauf qu'en fait, on les a perdus puisqu'en fait, ils ont été. On n'a pas démarré la formation. D'accord. Parce que nous, on a reçu le nouveau chef d'agence à Belay, là, par exemple, il n'était pas du tout au courant de ce genre d'action. Bon, donc on lui a donné les coordonnées. Normalement, il va se rapprocher de. Et en fait, eux, ils ont peut-être en local des personnes qui peuvent être intéressées par ce métier parce qu'ils ne le connaissent pas. Alors c'est juste. Vous avez tout à fait raison. Dans ce sens, ça marche. Et notre réseau, il est extrêmement efficace. Il y a 800 agences qui sont très, très efficaces quand on leur pose une question précise. Alors, je dis pas qu'elles sont pas OK dans l'autre sens, mais si on leur dit, voilà le profil qu'on cherche pour telle date, sur telle formation, pour telle entreprise, là, vous avez la machine de guerre qui se met en œuvre beaucoup plus efficacement que si on leur demande de dire, bon, sur opportunité, si tu vois quelqu'un qui est intéressé, ça marche, mais ça marche moins fort. C'est la raison pour laquelle on préfère travailler sur la base de vos besoins. Mais les deux seront faits. Mais on a des besoins, on sait qu'on a des besoins tous. Donc, je ne comprends pas la différence de démarche, en fait. En fait, c'est tel besoin à tel endroit pour telle date sur tel dispositif. C'est une question aussi de géographie parce que l'affectation, quand vous allez appeler Bruno de Marquet et dire « moi, j'en veux 5 », il y en a un à Paris, il y en a un à Marseille, il y en a un à Lyon. Et moi, je préfère qu'il soit comme ci, comme ça. Vous allez donner vos spécifications. Et là, on va affecter les besoins aux agences.
on va confier le besoin aux agences. Et l'agence, elle va appeler les intérimaires qu'elle connaît pour leur demander si ça présente un intérêt par rapport à leur parcours professionnel. Là, on va pouvoir répondre vraiment au plus près. Si on dit recruter hors tout, c'est beaucoup moins, on sait moins bien le faire, malheureusement. D'accord. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Est-ce que c'est vous, Monsieur Durand, qui concluez avec Monsieur Jardet, Isabelle, qui veut prendre le mot de la fin? Moi, je veux pas prendre le mot de la fin, mais par contre, je vais en faire un juste avant, en disant simplement que moi, j'ai le souvenir des discussions qu'on a eues au SPMDG à l'époque sur le CIE. On se disait, quand même, ce cursus entre le moment où on trouve quelqu'un et qu'on veut en faire un monteur, il est compliqué. Il faut leur faire formation habilitation en hauteur, ensuite il faut leur faire les lingages, après il faut s'assurer qu'ils aient l'habilitation électrique. Et si vous les vous rappelez, fameux 7 points, tout à fait. et en fait, toutes ces séquences, elles se traduisent par bon, alors la session, elle se tient dans 3 semaines, je l'envoie, il revient. Pendant 15 jours, j'essaie d'en faire quelque chose, mais je peux pas faire grand-chose. Ensuite, je vais le faire travailler en hauteur. Et donc, on avait évoqué ce tunnel, qui était un peu un tunnel que devaient traverser nos futurs recrues, nos futurs stars du montage. Et en se disant que ce tunnel était long, il était compliqué, que si un jour on avait la possibilité, par un rêve, on va dire, de regrouper un petit peu toutes ces sessions et puis de finir par créer ce tunnel qui fait qu'on rentre. La personne qu'on sort de l'autre côté, ça sera pas le monteur avec l'expérience qu'il aura dans 10 ans, mais il aura néanmoins tous ces prérequis, d'accord, qui font qu'il va pouvoir se mettre au travail en ayant une formation professionnalisante et qui va faire qu'on va immédiatement le reconnaître et ensuite on va lui apprendre à avoir de l'expérience, à connaître plus de modèles de grue, etc. Bon, je pense que là, on l'a devant nous, d'accord. Bon, le problème, c'est que ce tunnel, il faut le valider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on s'assure que la personne qui sort et la personne qui rentre, on va dire, la transformation a bien eu lieu. Voilà, donc moi, je pense que si on fait ce webinaire, c'est parce que clairement, on n'a pas réussi à fédérer. Hein. Donc aujourd'hui, dans les semaines et dans les jours et dans les semaines qui viennent, je pense qu'il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'on se regarde nous-mêmes, il faut qu'on se dise OK, j'envoie des noms, j'exprime mon besoin de façon claire, et puis je pense que même si on n'arrive pas à faire les 2 sessions immédiatement, en faire une, ça serait déjà une immense victoire. En faire une le plus rapidement possible, ça nous montrera que c'est de l'ordre du possible, et puis je pense que ça permettra aussi peut-être de rattraper ceux qui n'ont pas l'élan de se lancer dans ce train, puisqu'on le connaît encore mal et qu'il y a bien entendu beaucoup de questionnements et encore d'a priori. Voilà. Donc, je dis simplement, voilà, on l'a voulu, hein, c'est pas quelque chose qui a été inventé par des penseurs, on l'a tous voulu. Maintenant, on est au pied de la gare, il faut prendre un ticket, il faut monter dans le train. Voilà. Avec mes mots à moi. Est-ce qu'il y a un autre dernier mot? C'était un joli mot métaphorique. Donc, on va tous prendre le train. Est-ce qu'il y a un dernier mot? J'ai pas un mot pessimiste, mais pas loin. Si on monte pas dans le train, on repartira pour 4 ans. Il y a déjà 4 ans que j'ai lancé qu'on a lancé ce dossier, que j'ai animé ce dossier. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des temps morts, mais il y a eu plus souvent des temps morts pour des questionnements, pour des mises en place, etc. Je crois que maintenant, aux yeux de tous, aux yeux des adhérents du SPMDG DLR, aux yeux des gens que l'on a sollicités côté ministériel, etc., si on n'avance pas rapidement, on va clowniser, si vous me permettez, la profession. Voilà. Et ce que je ne souhaiterais pas. Moi, je voudrais juste rappeler qu'on a quand même réussi à faire 2 sessions de formation de formateurs. Et oui. Donc, on a les formateurs, ils sont dans les starting blocks. Voilà, il faut continuer. J'ai juste une dernière question. Pour ces formations-là, il faut qu'ils aient bien tout leur travail en hauteur, habilitation électrique et tout ça, là. C'est au démarrage du pack de la formation. Ouais. Parce que ils vont être formés dans le cadre de cette formation. Oui. On leur demande rien, Monsieur Lemêlé. En fait, ils arrivent, ils savent juste parler, écrire, comprendre le français. Ils ont envie de faire le métier et vous les recrutez sur la motivation. Tout le reste est apporté. Ouais, ça j'ai bien compris. Mais par contre, c'est vous qui les formez à travailler en hauteur et tout ça. Oui, tout est compris. Oui, en fait, absolument. c'est le premier pack de 70 heures de la formation. Oui. D'accord.
Ça fait partie du package. Non, parce que quand on les a embauchés il y a 15 jours, donc s'il aurait fallu faire ça avant le mois d'avril, ça aurait été compliqué. Oui. C'est pour ça qu'il y a un avantage sur un site qui est déjà en place, qui s'appelle les CIR. Ils ont déjà certains points à pouvoir ils ont déjà certains éléments pour faire travailler les gens sur certains de ces points-là, sur les prérequis. D'accord, très bien, Francis. Merci à tous, merci Isabelle. Je vous propose merci à vous pour la préparation. qu'on conclue. Merci. Et puis on vous livre très rapidement. Ça marche. À très bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Bon après-midi. Merci à vous. À bientôt.